La commandante Susan Miller fixait l'antique balise d'alerte flottant dans l'obscurité de l'espace. Sa surface était gravée de symboles dans des centaines de langues différentes, dont certaines que même les systèmes de traduction avancés du vaisseau ne parvenaient pas à identifier. Mais le message était toujours le même. Danger. Prédateur endormi. Ne pas déranger. Quel âge a-t-il? Demanda-t-elle sans quitter l'écran des yeux. Quel âge a-t-il? Demanda-t-elle sans quitter l'écran des yeux. L'officier scientifique Paul Davis vérifia à nouveau ses relevés. Au moins 10 000 ans, commandant. Et ce n'est pas le seul. Nous avons détecté un réseau de ces balises formant une frontière autour de tout ce secteur. Suzanne fronça les sourcils. En 15 ans de service au Conseil galactique, elle n'avait jamais rien vu de tel. Les balises d'alerte n'étaient pas rares dans l'espace. Elles signalaient tout, des risques de radiation aux sites culturels protégés, mais une frontière aussi étendue était sans précédent. Existe-t-il des documents sur cette région dans les archives du Conseil? Demanda-t-elle. La spécialiste en communication Kate Brown secoua la tête. Rien de particulier, commandant. Cette zone est classée inexplorée sur toutes les cartes stellaires officielles. On dirait que quelqu'un l'a délibérément évitée. Le navire de recherche Asterisk Curiosity. Asterisk n'avait trouvé cette limite que par accident. Ils cartographiaient les anomalies gravitationnelles dans cette zone reculée de l'espace lorsque leurs capteurs détectèrent la première balise. Le visage de l'amiral John Clark apparut sur l'écran principal, l'air sévère. « Commandant Miller, faites-nous part de vos découvertes. » Suzanne se redressa. « Amiral, nous avons découvert ce qui semble être une zone de quarantaine. D'anciennes balises d'alerte entourent une région contenant environ 50 systèmes stellaires. Les avertissements sont explicites. Il ne faut pas déranger ce qui se trouve à l'intérieur. Une indication de ce que pourraient être ces prédateurs endormis? Demanda l'amiral. Non, monsieur. Il faudrait franchir la frontière pour enquêter davantage. Le diplomate extraterrestre qui se tenait à côté de l'amiral Clark s'avança. La peau translucide du représentant de Zixlar palpitait de couleurs inquiètes. Je dois vous déconseiller cette action. De nombreuses espèces ont des légendes sur des régions de l'espace qu'il ne faut pas perturber. Si ces avertissements ont survécu pendant 10 millénaires, il doit y avoir une raison. L'amiral Clark fit un geste dédaigneux. Superstition et histoire de fantômes, ambassadeur. Le mandat du Conseil galactique est d'explorer et de cataloguer toutes les régions sous notre juridiction. Il se tourna vers Susan. « Commandant Miller, vous êtes autorisé à avancer avec prudence. Franchissez la frontière et enquêtez, mais restez vigilant. »« Oui, monsieur, » répondit Susan, tout en remarquant que la peau du diplomate prenait une teinte violacée d'inquiétude. Une fois la transmission terminée, le copilote Greg Warren s'approcha d'elle. « Ordre, commandant. » Susan prit une grande inspiration. Tracez une route au-delà de la limite. Vitesse minimale. Capteur passif uniquement. Voyons ce qui a bien pu exciter tout le monde. L'astérisque Curiosité dépassa prudemment la ligne des balises d'alerte. Pendant 3 jours, ils ne trouvèrent rien d'inhabituel, juste des systèmes stellaires vides et des planètes sans vie. Puis, le 4e jour, ils l'ont détecté. « Commandant, je capte des signaux provenant de la 3e planète de ce système, » annonça Kate, la voix haute d'excitation. « Structures artificielles, signatures énergétiques, elle est habitée. Ou plutôt, elle l'était, » ajouta Paul en examinant sa console. « La plupart des relevés énergétiques sont minimes, de niveau maintenance seulement, mais la technologie est avancée, peut-être de niveau 8 ou 9. » Suzanne frissonna. La console galactique elle-même n'avait atteint que le niveau technologique 7. Signe de vie. Paul ajusta ses instruments. Des milliards. Mais étrange. Ils étaient dans une sorte d'animation suspendue. La planète entière était recouverte de champs de stase. L'écran principal montrait l'image d'un monde bleu-vert, à la surface parsemée de motifs géométriques de villes. C'était magnifique, immaculé et complètement silencieux. « J'ai trouvé quelque chose dans les satellites orbitaux, » dit Kate.
Ils fonctionnent toujours. Ils diffusent un message en boucle. C'est dans une langue que je ne reconnais pas, mais la matrice de traduction fonctionne. Quelques minutes plus tard, le message est apparu à l'écran et l'équipage de la passerelle s'est tu en lisant. Nous sommes sur la Terre, le monde natal de l'humanité. Notre espèce est entrée dans un grand sommeil pendant que notre monde guérit. Nous nous réveillerons au moment opportun. Ce système est protégé par des défenses automatisées. N'essayez pas d'interférer avec la population endormie. Dernier avertissement. L'humanité ne doit pas être perturbée. Les conséquences seront graves. Suzanne fixait la planète en contrebas, comprenant désormais précisément ce que les anciens phares avaient annoncé. « Appelez l'amiral Clark », dit-elle doucement. « Dites-lui que nous avons trouvé les prédateurs endormis. » Le vaisseau de recherche planait en orbite terrestre, veillant à se maintenir à distance des satellites de défense automatisés qui tournaient autour de la planète, tels des gardiens silencieux. Pendant 3 jours, l'équipage de l'Asterisk Curiosity avait scruté, observé et enregistré tout ce qu'il pouvait sur le monde endormi. La technologie de Staze ne ressemble à rien de ce que l'on trouve dans notre base de données, a déclaré Paul Davis en montrant à Suzanne les dernières mesures. Il ne s'agit pas seulement de les préserver. Il s'agit de les maintenir dans un état de suspension parfaite. Pas de vieillissement, pas de dégradation. Elles pourraient rester ainsi pendant encore 10 000 ans. Suzanne a examiné les images des villes humaines. Elles étaient propres, ordonnées et complètement vides en surface. Les scanners ont montré que les humains eux-mêmes étaient hébergés dans de vastes complexes souterrains, chacun contenant des millions de corps endormis. « Et vous êtes sûr que personne n'était réveillé ?» demanda-t-elle. « Juste des systèmes de maintenance et des protocoles de défense », répondit Kate Brown. « D'après les données satellites, ils ont initié ce grand sommeil volontairement. Leurs archives historiques indiquent de graves dommages environnementaux et un épuisement des ressources. Ils ont choisi de dormir pendant que les systèmes automatisés réparaient leur planète. » Le lieutenant Lisa Mitchell, l'ingénieur spécialisé, leva les yeux de sa console. « Commandant, j'ai identifié ce qui semble être une installation de contrôle primaire près du continent Nord. Si nous voulions en savoir plus sur leur protocole d'éveil, c'était l'endroit idéal. » Suzanne hésita. L'amiral Clark leur avait ordonné de recueillir des informations et non d'intervenir. Mais l'amiral n'était pas là à voir ce qu'il voyait. Une civilisation dotée d'une technologie dépassant tout ce que possédait le Conseil. « Nous enverrons une sonde », décida-t-elle. « Pas d'intervention directe. » La petite sonde descendit dans l'atmosphère terrestre, guidée à distance par Lisa. Il atterrit près d'une structure massive creusée dans le flanc d'une montagne, dont l'entrée était scellée par des portes en matériaux inconnus. « Je détecte des mesures de sécurité minimales », rapporta Lisa. « On aurait dit qu'ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un les trouve. » La sonde s'approcha de l'entrée, ses capteurs scrutant les étranges symboles sur les portes. Soudain, un rayon de lumière jaillit d'une source invisible, scrutant la sonde. « Elle essaie de nous identifier », avertit Paul. « Faut-il abandonner ?» Avant que Susan puisse répondre, les portes s'ouvrirent silencieusement. « Ils nous invitent à entrer », se demanda Kate. La sonde pénétra dans un vaste hall rempli de postes de contrôle inactifs. Au centre se trouvait un projecteur holographique qui s'activait à l'approche de la sonde. Une silhouette humaine apparut, un homme vêtu de ce qui ressemblait à un uniforme militaire. « Salut !» dit l'hologramme dans un langage galactique parfait. Il s'agit d'une réponse automatique à un contact non humain. Si vous recevez ce message, vous avez découvert la Terre pendant le grand sommeil. L'équipage, stupéfait, observa la suite de l'hologramme dans un silence hébété. L'humanité est entrée en stase volontaire il y a 2763 ans. Notre monde se mourait. Nous avons choisi de dormir pendant qu'il guérissait, plutôt que de nous battre pour des ressources en déclin. Les protocoles d'éveil sont automatisés et liés aux conditions planétaires. Nous estimons une restauration totale d'ici 1200 ans. L'hologramme prit une expression sévère. « Attention,
Toute tentative d'interférer avec les humains endormis déclenchera des mesures défensives immédiates. Cela inclut le réveil forcé de toute chambre de stase. Nos systèmes de défense restent pleinement opérationnels et réagiront avec une force maximale à toute menace. Greg Warren fronça les sourcils. Ils sont totalement impuissants. Si quelqu'un voulait en profiter, c'est pour cela qu'ils ont des défenses, lui rappela Susan. Et les avertissements dans tout le secteur. L'hologramme continua. Si vos intentions sont pacifiques, nous serons ravis de vous contacter à l'avenir, lorsque l'humanité se réveillera. Une petite équipe diplomatique pourra être mobilisée pour vous parler, si nécessaire. Pour demander cette option, rendez-vous au terminal 7 et identifiez votre espèce. Lisa dirigea la sonde vers le terminal mentionné. Commandant. Susan se débattit un instant. Non, nous observons seulement. L'amiral Clark a besoin de ces informations avant toute action. Tandis que la sonde s'éloignait du complexe, Greg se rapprocha de Susan. Commandant, le Conseil pourrait tirer un immense profit de cette technologie. Imaginez, des champs de stase aussi perfectionnés pourraient révolutionner les voyages spatiaux longue distance. Ce n'est pas à nous de décider, répondit fermement Susan. Plus tard dans la nuit, alors que le reste de l'équipage dormait, Greg Warren envoya une transmission privée à certains membres du Conseil galactique, ceux qui apprécieraient la valeur de leur découverte et qui ne se soucieraient ni d'anciens avertissements, ni de prédateurs endormis. J'ai découvert quelque chose qui va tout changer. Son message commençait. Une civilisation sans défense, dotée d'une technologie de niveau 9. À saisir. Dans le vide spatial, les balises d'alerte poursuivèrent leur veille silencieuse, ignorant que leur message avait déjà été ignoré. La grande chambre du Conseil galactique bourdonnait de conversations animées. Des délégués venus d'une centaine de mondes différents se penchèrent en avant sur leur siège, tandis que l'amiral John Clark présentait les découvertes de la Terre. Derrière lui, d'immenses écrans diffusaient des images des cités humaines endormies et de leur technologie avancée. Comme vous pouvez le constater, conclut l'amiral, cela représente une opportunité sans précédent. Une civilisation dotée d'une technologie bien supérieure à la nôtre, actuellement dans un état d'impuissance. Nous pouvons étudier leurs exploits et les adapter à nos propres fins. Le chancelier Vex Turian, le chef du conseil aux allures de calamar, leva l'une de ses tentacules. Qu'en est-il de ces avertissements? Les balises placées autour de leur territoire. L'amiral Clark fit un signe de la main dédaigneux. Des précautions primitives d'une époque révolue. Notre analyse suggère que les humains n'ont aucun moyen de détecter notre présence si nous procédons prudemment. Au fond de la salle, le commandant Susan Miller était envahi par un malaise croissant. Elle avait été convoquée pour témoigner, mais s'était retrouvée largement ignorée après le rapport détaillé de Greg Warren. Elle s'avança alors. Chancelier, avec tout le respect que je vous dois, les avertissements étaient entiers clairs. Les humains disposent de systèmes de défense automatisés qui s'activeront si nous les dérangeons. Nous devrions établir une quarantaine jusqu'à leur réveil naturel. Greg Warren est rapidement intervenu. Les inquiétudes du commandant Miller sont notées, mais exagérées. Notre analyse technique montre que nous pouvons contourner leur système de sécurité. Inutile de les réveiller. Il suffit d'étudier leur technologie pendant leur sommeil. La peau de l'ambassadeur Zixlar affichait des couleurs d'avertissement. Mon peuple a des histoires anciennes sur une espèce violente qui dominait autrefois cette région de l'espace. S'il s'agit des mêmes êtres, nous serions bien avisés d'en tenir compte. Le chancelier Vexturien vacillait tandis qu'il réfléchissait. La politique pesait lourdement sur son esprit. Ceux qui contrôlaient une technologie aussi avancée bénéficieraient d'un avantage considérable au Conseil. Nous allons procéder à la colonisation, annonça-t-il finalement, mais avec prudence. Un avant-poste de recherche seulement, un personnel minimal. Aucun humain ne sera réveillé. Il se tourna vers l'amiral Clark. Vous superviserez cela personnellement.
Et qui... Il se tourna vers l'amiral Clark. Vous superviserez personnellement cette opération. Susan essaya une fois de plus. Chancelier, je vous le déconseille fortement. Vos inquiétudes sont notées, commandant Miller. Le chancelier l'interrompit. Vous êtes démis de vos fonctions. L'amiral Clark sélectionnera une nouvelle équipe. 3 semaines plus tard, la première flotte de colonisation arrivait en orbite terrestre. 3 semaines plus tard, la première flotte de colonisation arrivait en orbite terrestre. 12 vaisseaux transportaient des scientifiques, des ingénieurs et du personnel de sécurité. Leur mission? Établir une base de recherche et étudier la technologie humaine. Lisa Mitchell observait depuis un hublot les procédures d'atterrissage des vaisseaux. Après le renvoi de Susan, Lisa avait été réaffectée à l'expédition coloniale en raison de son expertise en ingénierie. Elle n'aimait pas ça, mais les ordres sont les ordres. Impressionnant, n'est-ce pas? Greg Warren apparut à ses côtés. Promu administrateur colonial, il arborait fièrement son nouvel insigne de grade. Nous écrivons l'histoire. Lisa ne dit rien, se contentant d'acquiescer. Elle avait un mauvais pressentiment. La première base de recherche fut établie dans ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, près d'une des principales installations de Stase. Les équipes travaillèrent 24 heures sur 24 pour comprendre la technologie humaine sans déclencher la moindre alarme. Leur production d'énergie à elle seule pourrait révolutionner notre flotte, déclara le scientifique en chef Rulik, les antennes frémissant d'excitation en étudiant les données. Et ces chambres de Stase, les applications sont infinies. L'administrateur Warren parcourut la base, satisfait des progrès. Et les systèmes de sécurité? Y a-t-il des problèmes? Nous les contournons prudemment, dit le chef de la sécurité Vincent. Le principal défi réside dans l'intégration de leur système. Tout est connecté. Dans le laboratoire principal, une équipe de scientifiques avait réussi à accéder à l'une des plus petites installations humaines. À l'intérieur, ils découvrirent des rangées et des rangées de capsules de stase, chacune contenant l'humain endormi. « Regardez celle-ci », dit un scientifique en désignant une capsule portant des inscriptions différentes. L'uniforme évoque un militaire, et ses relevés indiquent une activité cérébrale plus élevée que les autres. « Pouvons-nous ouvrir celle-ci seulement ?» demanda un autre. « Étudier un spécimen de près. » Le chef de la sécurité hésita. « Nos ordres sont clairs. Pas de réveil. » « On ne le réveillerait pas, » le rassura le scientifique. « Juste un examen rapide, puis on le remettra en stase. Le système est équipé de commandes manuelles. Ils auraient dû écouter les avertissements. » Alors qu'ils tentaient de contourner les commandes de la capsule, une alarme retentit, d'abord discrète, puis de plus en plus forte. Des lumières rouges clignotèrent dans tout le complexe. « Que se passe-t-il » demanda l'administrateur Warren en se précipitant dans le laboratoire. Le chef de la sécurité avait pâli. Ils ont déclenché quelque chose. La capsule. Elle entame une séquence de réveil. Dans sa capsule de Stase, les yeux du colonel Frank Harris s'ouvrirent brusquement pour la première fois depuis 763 ans, et il n'en fut pas ravi. Le colonel Frank Harris ressentit la sensation brûlante de l'oxygène emplissant ses poumons pour la première fois depuis des millénaires. Son esprit s'éclaircit rapidement, l'entraînement militaire reprenant ses droits malgré des siècles de sommeil. Les protocoles de réveil en stase envoyaient des informations directement à son cerveau, le tenant au courant de la situation. Intrus, forme de vie extraterrestre, accès non autorisé aux installations humaines. Il garda les yeux fermés, écoutant les voix paniquées autour de lui. « Éteignez-le » Quelqu'un criait. « Remettez-le en veille » Impossible. Le système est verrouillé. Il active d'autres modules dans cette section. Frank ouvrit les yeux. 5 étranges créatures se tenaient autour de son module, leur apparence ne ressemblant à rien de ce que l'on trouve dans les archives humaines. Derrière eux, il vit d'autres capsules de stase s'allumer,
leurs indicateurs d'état passant du bleu au vert. Les extraterrestres se figèrent en le voyant les regarder. Frank se redressa lentement, ses muscles fonctionnant parfaitement malgré son long sommeil. La capsule avait maintenu sa condition physique, prévenant toute atrophie. Il était prêt au combat. « Identifiez-vous », dit-il d'une voix rauque, à force de ne pas avoir été utilisé. Les extraterrestres se regardèrent, ne s'attendant visiblement pas à ce qu'ils parlent. L'un d'eux s'avança, brandissant une sorte d'appareil. « Nous sommes des chercheurs du Conseil galactique », dit l'alien, l'appareil traduisant ses paroles. « Nous ne voulons aucun mal. » Frank remarqua que l'alien portait ce qui semblait être une arme à la hanche. Il remarqua également que les capsules de Stas autour de lui s'activaient bel et bien. Son équipe, l'unité d'opération spéciale 7, se réveillait. Vous avez violé la directive de défense planétaire 1. Son équipe, l'unité d'opération spéciale 7, se réveillait. Vous avez violé la directive de défense planétaire 1, dit calmement Frank, se souvenant des protocoles établis avant le grand sommeil. Ceci est considéré comme un acte de guerre. Les extraterrestres semblaient perplexes. Nous étudions simplement votre technologie. Nous n'avions pas l'intention de vous réveiller. Le lieutenant Olivia Martinez fut la suivante à se réveiller, sa capsule face à celle de Frank. Son regard croisa le sien, et une communication silencieuse s'établit entre eux. Elle était la spécialiste des communications de l'unité. « Combien y a-t-il de vos semblables sur Terre » demanda Frank à l'extraterrestre. « Environ 300 chercheurs et agents de sécurité » répondit l'extraterrestre. « S'il vous plaît, on peut tout vous expliquer. » Frank fit un signe de tête à Olivia, qui accéda aussitôt au panneau d'interface de la capsule. Ses doigts parcoururent rapidement les commandes. « Que fait-elle » demanda l'un des extraterrestres. Conformément au protocole, Frank répondit simplement. Dans toute l'installation, d'autres capsules commencèrent à s'activer. Non seulement leur unité, mais aussi d'autres militaires hébergés dans ce complexe. Et Olivia ne comptait pas s'arrêter là. Une faille de sécurité a été détectée sur le site 17, annonça-t-elle. Des séquences d'éveil se déclenchaient dans toutes les installations militaires du monde. Le protocole d'urgence orage a été activé. Les extraterrestres reculèrent, comprenant enfin la gravité de leur erreur. « Vous devez arrêter ça », dit leur chef. « Nous pouvons parvenir à un accord. Le Conseil indemnisera vos hommes. » Frank sortit de sa capsule, la tête haute. Il n'y a pas de négociation pour une invasion planétaire. À ce moment-là, le reste de l'unité 7 était réveillé. 12 soldats d'élite entraînés pour les pires scénarios. Sergent. Steve Rogers s'est déplacé pour sécuriser les armes des extraterrestres pendant que le caporal Maria Rodriguez accédait au système de défense du complexe. Colonel. Maria a crié. J'ai accès au réseau mondial. Le réseau de défense est en ligne. Les armes orbitales traquent tous les vaisseaux extraterrestres. Le dispositif de traduction du chef extraterrestre ne pouvait cacher la panique dans sa voix. S'il vous plaît, il y a des chercheurs innocents ici. On nous a dit que vos hommes étaient inoffensifs. C'était votre première erreur, dit Frank. Maintenant, dites-moi où se trouve votre base principale. Avant que l'alien ne puisse répondre, Olivia leva les yeux de sa console. Monsieur, je reçois des rapports d'autres installations. Le général Alan Peterson s'est réveillé au commandement central. Il met en œuvre tous les protocoles d'orage. Frank hocha la tête. Sécurisez ces extraterrestres. Nous partons. En moins d'une heure, les 37 bases militaires du monde entier avaient réveillé leur personnel. Les systèmes de défense automatisés, inactifs mais parfaitement entretenus depuis des siècles, furent mis en service sous contrôle humain. En orbite, les vaisseaux extraterrestres tentèrent de fuir, mais le réseau de défense terrestre les capta, désactivant leurs moteurs par des décharges d'énergie précises. Au centre de commandement nord-américain, le général Alan Peterson examinait la situation tandis que les rapports affluaient. Des milliers de militaires étaient désormais réveillés,
et des millions d'autres étaient en voie de l'être. Il ordonna de mettre en place des protocoles de réveil civil, priorité au personnel, gouvernement, infrastructures, soins médicaux. Il observa la carte du monde indiquant les points d'intrusion extraterrestre. Et préparez-vous à une contre-offensive immédiate. Nous reprenons notre planète. L'administrateur Greg Warren fixait les images de sécurité avec horreur. Ce qui avait commencé comme une simple mission de recherche devenait rapidement un cauchemar. Partout en Amérique du Nord, des forces militaires humaines émergeaient de leurs installations de stase, armées et organisées. « Nous devons appeler des renforts », dit-il à l'amiral Clark sur le canal d'urgence. « Ils se réveillent plus vite que prévu. »« Le chancelier a déjà dépêché la 3e flotte », répondit l'amiral Clark, la voix tendue par le stress. « Ils arriveront dans 6 jours. D'ici là, évacuez tout le personnel non essentiel vers les plateformes orbitales. » Greg regarda par la fenêtre du centre de commandement. Au loin, il pouvait voir des colonnes de fumée s'élever des avant-postes de recherche déjà envahis. « Je ne pense pas que nous ayons 6 jours, » dit-il doucement. Au commandement militaire nord-américain, le capitaine Eric Taylor étudia l'affichage tactique. Ses équipes d'intervention avaient déjà repris 3 grandes villes et 7 avant-postes de recherche. Les extraterrestres possédaient une technologie avancée, mais ils n'étaient pas des guerriers. Ils ne s'attendaient pas à une résistance et ne s'étaient certainement pas préparés à une réponse militaire coordonnée. Rapport de situation. Le général Peterson exigea l'entrée au centre de commandement. Rapport de situation, exigea le général Peterson en entrant dans le centre de commandement. Monsieur, nous avons sécurisé 40% du territoire nord-américain, répondit Eric. Des progrès similaires ont été réalisés en Europe et en Asie. Les forces extraterrestres se replient vers des positions fortifiées autour de leurs sites d'atterrissage. Le général Peterson acquiesça. Et notre réveil progresse. 20 millions de militaires sont désormais actifs dans le monde. Le réveil civil a commencé dans les zones sécurisées, en donnant la priorité aux spécialistes des infrastructures et au personnel médical. Le général étudia la carte du monde. Qu'en est-il de leurs vaisseaux en orbite? Confinés, mais pas neutralisés. Notre réseau de défense orbitale les a immobilisés, mais ils appellent des renforts. L'expression du général Peterson se durcit. Alors nous devons être prêts à l'arrivée de ces renforts, activer le réseau de surveillance de l'espace profond et réveiller la stratège en chef, Diane Foster. Nous aurons besoin de son expertise. Dans le bunker sécurisé sous ce qui était autrefois les Rocheuses, Diane Foster examina les données du Conseil galactique alien. Les services de renseignement militaires collectaient des informations sur les extraterrestres capturés dans leur base de données. Ils n'avaient jamais affronté de créatures semblables à nous, dit-elle aux officiers rassemblés. Leur espèce a évolué par la coopération, et non par le conflit. Leur technologie est impressionnante, mais leur réflexion tactique est limitée. Elle montra une carte du ciel montrant la flotte extraterrestre en approche. Ils envoient des vaisseaux de guerre, mais ils sont prévisibles. Ils émergeront d'un voyage à la vitesse de la lumière ici, à ce point de navigation. C'est là qu'on les frappera. Avec quoi? Demanda quelqu'un. Notre flotte est toujours entreposée. Diane sourit. Pas tout. Très haut au-dessus de la Terre, cachée dans l'ombre de la Lune, la plateforme de défense orbitale Sierra s'activa pour la première fois depuis des millénaires. C'était l'une des 12 plateformes de ce type, chacune abritant une batterie d'armes énergétiques à longue portée spécialement conçue pour le combat spatial. Les humains les avaient construits avant le Grand Sommeil, les positionnant stratégiquement à travers le système solaire. Sur la plateforme, l'équipage fraîchement réveillé s'employa rapidement à mettre tous les systèmes en service. Le commandant Linda Garcia vérifia une dernière fois les systèmes de ciblage. « Armes prêtes. À vos ordres », rapporta-t-elle au commandement terrestre. 6 jours plus tard, la 3e flotte du Conseil galactique émergeait d'un voyage à la vitesse de la lumière, exactement là où Diane l'avait prédit. 30 vaisseaux de guerre, fierté de la marine du Conseil,
se préparaient à secourir leurs équipes de recherche et à donner aux humains une leçon d'humilité. Ils n'avaient aucune chance. Dès leur apparition, les 12 plateformes de défense ouvrirent le feu simultanément. Des faisceaux d'énergie précisément ciblés transpercèrent les boucliers extraterrestres comme s'ils n'étaient pas là. Les armes humaines dépassaient tout ce que le Conseil avait connu auparavant, le produit d'une espèce née d'une guerre constante. Dans le vaisseau amiral du Conseil, l'amiral Zorn observait, incrédule, sa flotte être systématiquement détruite. « Impossible », murmura-t-il. Ils étaient censés être des primitifs endormis. Son officier de communication se tourna vers lui, la panique lisant ses 4 yeux. « Amiral, nous recevons une transmission de la Terre. » Sur l'écran, le général Peterson apparut, l'air sévère. « Commandement de la défense de la Terre aux forces d'invasion. Votre flotte a été neutralisée. Rendez-vous immédiatement ou vous risquez la destruction totale. » L'amiral Zorn observa l'écran tactique, montrant les vestiges de sa flotte autrefois si fière. Sur 30 navires, seuls 7 étaient intacts. « Le Conseil n'acceptera pas cela, » dit-il avec défi. « Le Conseil, » répliqua froidement le général Peterson, « aurait dû respecter les avertissements. 1 mois après le premier réveil humain, la Terre avait radicalement changé. Les villes bourdonnaient d'activité tandis que des millions de civils émergeaient chaque jour de la stase. Des systèmes automatisés de pointe, parfaitement entretenus pendant le long sommeil, aidaient à gérer la transition. Dans ce qui s'appelait autrefois Genève, le commandement unifié de la Terre établit son quartier général. Là, dirigeants militaires et civils se réunissaient pour planifier les prochaines étapes de l'humanité. Là, les dirigeants militaires et civils se sont réunis pour planifier les prochaines étapes de l'humanité. La menace immédiate a été contenue, a rapporté le général Peterson au nouveau Conseil de défense. Toutes sous les bases de recherche extraterrestres ont été capturées et les vaisseaux restants en orbite se sont rendus. La présidente Laura Bennett, réveillée 2 semaines plus tôt de la station de stase gouvernementale, a hoché la tête d'un air sombre. Et les prisonniers. Plus de 2000, dont l'amiral Clark et l'administrateur Warren. Ils ont fourni de précieux renseignements sur ce conseil galactique. Le lieutenant William Jackson s'est manifesté. Son équipe analysait les bases de données extraterrestres récupérées sur leurs vaisseaux et leurs bases. « Madame la Présidente, nous avons découvert quelque chose d'important, » dit-il. « Les humains ne sont pas entrés en stase parce que notre monde était en train de mourir. C'est ce que nous nous sommes dit. » Il activa un écran affichant d'anciennes cartes stellaires. Nos ancêtres ont détecté des civilisations extraterrestres il y a des siècles. Le grand sommeil était une décision stratégique. Le silence se fit dans la salle, tandis que chacun assimilait cette révélation. « Voulez-vous dire que nos ancêtres connaissaient les extraterrestres ?» demanda le président Bennett. William acquiesça. Il ne se contentait pas de les connaître. Il les étudiait et en profondeur. Il se rendait compte que l'humanité n'était pas prête à entrer en contact avec eux. Nous étions trop agressifs, trop divisés. Le grand sommeil avait 2 objectifs. Il a permis à la Terre de guérir environnementalement, certes, mais il a aussi donné à nos systèmes automatisés le temps de faire progresser notre technologie pendant notre sommeil. Dr. Richard Cooper, chef du programme d'éveil, prit ensuite la parole. Ceci explique les protocoles d'éveil accélérés que nous avons découverts. Ils n'étaient pas réservés aux urgences. Ils étaient conçus pour mobiliser rapidement l'humanité en cas de besoin. Le président Bennett se tourna vers l'amiral Sharon White, commandant de la flotte terrestre. « Où en sont nos capacités spatiales ?» Sharon sourit légèrement. « Mieux que prévu. Des bases secrètes sur Mars, Europe et Titan assurent bien l'entretien de notre flotte. Nous avons plus de 300 navires de guerre prêts au déploiement, et d'autres sont préparés chaque jour. » Le président parut surpris. « 300. Comment est-ce possible ?» « De la même manière que les plateformes de défense étaient prêtes, » expliqua Sharon.
Des systèmes automatisés construisent et modernisent notre flotte depuis des siècles, selon des plans établis avant même leur mise en sommeil. Nos ancêtres se sont préparés à ce moment. Dans le centre de détention sous le quartier général, Greg Warren était assis dans sa cellule, cherchant encore à comprendre comment tout avait pu si mal tourner. La porte s'ouvrit et le lieutenant William Jackson entra avec 2 gardes. « Le conseil ripostera », avertit immédiatement Greg. « Vous n'avez vu qu'une fraction de leur pouvoir. » William posa une tablette sur la table. « En fait, nous avons parcouru vos bases de données. Le Conseil n'est pas aussi puissant que vous le croyez. Ils n'ont jamais connu de véritable guerre, juste des conflits mineurs et des interventions policières. » Greg secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Il y a des centaines d'espèces au Conseil, des milliers de mondes, dont la plupart n'ont aucune expérience militaire. » Rétorqua William. « Vos propres archives montrent qu'ils comptent principalement sur l'intimidation et la politique, et non sur la force. » Il a activé la tablette, montrant à Greg des images d'immenses chantiers navals sur Mars, cachés sous la surface. Pendant que vous fouilliez notre monde endormi, vous avez manqué ce qui se passait ailleurs dans notre système. Nous nous préparons depuis des siècles. De l'autre côté du système solaire, la première vague de la flotte terrestre émergea de bases cachées sur les lunes de Jupiter et de Saturne. Des vaisseaux n'ayant jamais combattu, mais conçus par une espèce fondamentalement belliqueuse et ayant subi des siècles de simulations de combat. Le capitaine Steve Rogers se tenait sur le pont du vaisseau amiral Asterisk Defender, observant son groupe de combat se former. 100 vaisseaux menés par l'élite de l'humanité, fraîchement réveillés et impatients de montrer à la galaxie pourquoi les avertissements avaient été affichés. « À tous les vaisseaux, prêts !» annonça son commandant en second. « À tous les vaisseaux, prêts !» annonça son commandant en second. Steve hocha la tête, pensant aux anciens avertissements ignorés. Cap sur le chantier naval de Proxima Centauri. Il est temps que le Conseil comprenne pourquoi ils auraient dû nous laisser dormir. La flotte accéléra vers le point de saut, premier pas de l'humanité dans une galaxie qui les avait bêtement réveillés. Au centre de détention, William se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. Votre peuple demanda pourquoi il y avait des avertissements à notre sujet dans toute la galaxie. Vous auriez dû vous demander qui les avait placés là. Greg leva les yeux, la confusion au visage. « C'est nous », dit simplement William. « Les humains ont placé ces avertissements, sachant qu'un jour quelqu'un les ignorerait. Et maintenant, nous allons montrer à votre conseil pourquoi. » Le chancelier Vex Datorian frappa violemment la table du conseil avec son tentacule, provoquant une onde de choc parmi les délégués. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il. « Vous m'aviez dit que c'étaient des vaisseaux dormants primitifs, faciles à contrôler. » L'amiral Zorn, l'un des rares survivants du désastre de la 3e flotte, se tenait la tête baissée. « Les renseignements étaient erronés, chancelier. Leur technologie dépasse largement nos estimations. Ils ont détruit 23 de nos navires en moins de 6 minutes. » La salle du conseil s'est embrasée de voix paniquées. Les représentants d'une centaine de mondes se sont parlé en même temps, exigeant des mesures, une protection ou des négociations de paix immédiates. « Silence !» hurla le chancelier vexturien. Lorsque le silence revint, il se tourna vers ses conseillers militaires. « Quelles sont nos options ?» Le coordinateur en chef de la défense, un être à la peau grise venu d'un monde à gravité lourde, s'avança. « Nous avons mobilisé la flotte de défense principale. 500 vaisseaux sont en mouvement pour protéger nos mondes centraux. Nous avons également envoyé des alertes à tous les avant-postes de recherche et colonies proches de l'espace humain. Sera-ce suffisant ? Demanda quelqu'un. Avant que quiconque puisse répondre, les portes de la chambre s'ouvrirent brusquement. Un officier des communications entra, blême de peur. « Chancelier, nous avons perdu le contact avec le chantier naval de Proxima Centauri. Toute communication a été interrompue. Le Conseil a de nouveau éclaté, cette fois sous le coup de la terreur. Au chantier naval de Proxima Centauri, le major Christopher Lee a vu les dernières plateformes défensives extraterrestres s'éteindre.
Sa force d'assaut avait obtenu un effet de surprise totale. Les extraterrestres n'auraient jamais imaginé que les humains disposeraient de vaisseaux capables de sauter, et encore moins de lancer une attaque coordonnée aussi rapidement. Tous les objectifs sont sécurisés, rapporta le major, son second. Les pertes sont minimes. Le chantier naval est à nous. Christopher hocha la tête en observant l'immense installation extraterrestre. Le chantier s'étendait sur des kilomètres, avec des vaisseaux inachevés encore maintenus sur des berceaux de construction. C'était le plus grand centre de production de ce secteur spatial, capable de produire des dizaines de vaisseaux capitaux par an. Commencez la phase 2, ordonna-t-il. Je veux que nos équipes d'ingénieurs téléchargent tout. Plan des vaisseaux, carte de navigation, spécification des armes, tout. Alors que ses troupes se sécurisaient l'installation, Christopher reçut une transmission du commandement terrestre. Le visage du général Peterson apparut à l'écran. Rapport d'étape. Major. Chantier naval sécurisé, monsieur. Résistance minimale. Ils n'étaient pas préparés à notre accueil. Le général hocha la tête. Excellent. Votre prochaine cible est leur centre de communication dans le système Alpha Centauri. Le capitaine Rogers rejoindra vos forces dans 12 heures. Sur Terre, le professeur Henry Brooks était assis dans son laboratoire, entouré de technologies extraterrestres capturées et de documents historiques. Expert en histoire pré-sommeil, il avait été réveillé spécialement pour comprendre pourquoi les extraterrestres avaient ignoré les avertissements. « Je l'ai trouvé », avait-il déclaré au président Bennett lors d'une réunion d'urgence. Ils étaient au courant. Le Conseil était au courant des avertissements. Il a montré d'anciens documents du Conseil récupérés sur des navires capturés. Regardez, des rapports d'enquête datant de plus de 3000 ans. Ils ont découvert nos balises d'alerte à l'époque et les ont documentées. Mais, il y a 100 ans, une nouvelle faction a pris le contrôle du Conseil. Ils ont rejeté ces avertissements comme de la superstition. Le président Bennett a froncé les sourcils. Ils connaissaient les dangers et sont venus quand même. Pire encore, dit Henry. Ils savaient que nous étions là, en stase, et y ont vu une opportunité. Leur plan était d'étudier notre technologie, de la reproduire et de s'imposer comme la puissance dominante avant même notre réveil. L'expression du président se durcit. Alors, ils méritent ce qui les attend. Dans l'espace du Conseil, la panique se répandit lorsque la nouvelle des attaques humaines parvint jusqu'à des mondes lointains. Les espèces qui composaient le Conseil galactique vivaient dans une paix relative depuis des millénaires. Leurs conflits étaient politiques et non militaires. Ils avaient oublié ce que signifiait affronter un ennemi né d'une guerre constante. La flotte humaine, désormais divisée en groupes d'attaque, frappait des cibles dans tout l'espace du Conseil. Centres de communication, installations défensives, chantiers navals, tout tombait avec une efficacité redoutable. Installations défensives, chantiers navals, tout tomba avec une efficacité redoutable. Les flottes défensives du Conseil, impressionnantes par leur taille, se révélèrent inefficaces face à la supériorité tactique et technologique des humains. Sur le pont de l'Asterisk Defender, le capitaine Steve Rogers étudia l'écran tactique indiquant leur prochaine cible, la base navale du Conseil principal à Sirius. Ils rassemblent leurs forces, rapporta son officier tactique. Près de 200 navires. Steve hocha la tête, se souvenant des leçons d'histoire de la Terre sur les anciennes batailles navales. Ils commettent la même erreur que l'amiral Yamamoto à Midway. Ils concentrent leurs forces là où ils pensent attaquer, rendant leur structure de commandement et de communication vulnérable. Il ouvrit un canal avec les autres capitaines de son groupement tactique. Changement de plan, nous contournons Sirius. Cap sur Tass City, la capitale du Conseil. Il est temps d'en finir. Le système de Tass City brillait de la lumière de milliers de vaisseaux. Le Conseil avait rassemblé tous les vaisseaux disponibles pour défendre sa capitale. Ils étaient disposés en formation précise, suivant les schémas défensifs classiques enseignés dans leurs académies depuis des générations. Ils n'eurent aucune chance. La flotte humaine n'émergea pas là où elle l'attendait. Au lieu d'utiliser le point de saut principal, ils apparurent simultanément à plusieurs endroits,
utilisant une technologie de saut plus avancée que tout ce que possédait le Conseil. Le capitaine Steve Rogers mena le groupe d'assaut principal directement vers la planète capitale, tandis que les escadrons de soutien ciblaient les plateformes défensives et les réseaux de communication. Sur la planète capitale du Conseil, le chancelier Vex Turien était submergé d'horreur lorsque la flotte défensive se disloqua sous l'assaut humain. Leurs vaisseaux se déplaçaient de manière imprévisible, concentrant leurs tirs sur des cibles clés avant de se disperser à nouveau. Leur supériorité ne résidait pas seulement dans leur technologie. C'était leur réflexion, leur volonté de prendre des risques qu'aucun commandant du Conseil n'aurait envisagés. « Évacuez la salle du Conseil », ordonna-t-il. « Préparez mon vaisseau. » Mais il était trop tard. Les forces humaines avaient déjà sécurisé les plateformes orbitales. Il n'y aurait pas d'échappatoire. 3 heures plus tard, le capitaine Steve Rogers se tenait dans la grande salle du Conseil, entouré de ses officiers et des dirigeants du Conseil capturés. L'immense salle, conçue pour impressionner par sa taille et son opulence, ressemblait désormais au tombeau d'un empire agonisant. « Vous avez détruit des siècles de paix », dit amèrement le chancelier Vexturien. « Le Conseil maintenait l'ordre sur 1000 mondes. Vous avez violé notre souveraineté », répondit calmement Steve. « Vous avez ignoré des avertissements clairs et envahi notre monde pendant notre sommeil. Vous attendiez-vous vraiment à une absence totale de conséquences ?» Avant que le chancelier ne puisse répondre, les portes de la chambre s'ouvrirent. La diplomate en chef Karen Phillips entra, suivie de son équipe. Depuis son réveil, elle étudiait les archives du Conseil, se préparant à ce moment. « Capitaine Rogers », acquiesça-t-elle, « je prends la relève. » Karen s'approcha de la table du Conseil, l'air sérieux mais sans amertume. « Je suis autorisé par le président Bennett à proposer des conditions. » Les tentacules du chancelier se tordirent d'agitation. « Des conditions. Vous détruisez nos flottes, envahissez notre capitale, et maintenant, vous proposez des conditions. »« Oui, » dit simplement Karen. « Car contrairement à vous, nous comprenons la valeur de la paix. » Une paix véritable fondée sur le respect mutuel, et non sur la domination et l'exploitation. Elle a activé un écran montrant une carte de l'espace du Conseil avec des territoires sous contrôle humain clairement délimités. Ces secteurs formeront désormais une zone tampon entre nos civilisations. Le Conseil retirera toutes ses forces militaires de ces régions. Tous les avant-postes de recherche étudiant la technologie humaine seront démantelés, et vous restituerez toutes les informations déjà recueillies sur notre peuple. « Et si nous refusons ?» demanda le chancelier. L'expression de Karen resta inchangée. Puis le capitaine Rogers reprit sa campagne. Le silence se fit tandis que les représentants du Conseil échangeaient des regards. Ils n'avaient pas le choix, et ils le savaient. 1 mois plus tard, le général Daniel Murphy se tenait sur la plateforme d'observation du nouvel avant-poste humain d'Alpha du Centaure. Sous lui, des vaisseaux de construction construisaient la première colonie officielle de la Terre dans un autre système stellaire. C'était le début de l'expansion de l'humanité dans la galaxie. Son officier de communication s'approcha. « Monsieur, nous recevons une transmission de la Terre. Le président Bennett s'apprête à s'adresser à la population. » Sur des milliards d'écrans à travers la Terre et les colonies nouvellement établies, la présidente Laura Bennett apparut. Derrière elle se tenaient les dirigeants du gouvernement unifié de l'humanité. « Citoyens de la Terre, commença-t-elle, cela fait aujourd'hui 3 mois que nous nous sommes réveillés du grand sommeil. Durant cette période, nous avons sécurisé notre monde, établi notre contrôle sur notre système solaire et fait comprendre à la galaxie qu'il ne faut pas plaisanter avec l'humanité. » Elle marqua une pause, son expression s'adoucissant légèrement. Mais le but du grand sommeil n'a jamais été la domination. Nos ancêtres avaient prévu une époque où l'humanité aurait besoin d'être unie, où notre technologie aurait besoin de progresser et où notre planète aurait besoin de guérir. Ils nous ont fait don du temps. La caméra s'est retirée, montrant un groupe de représentants extraterrestres debout sur le côté. Aujourd'hui,
J'ai le plaisir d'annoncer que 6 anciens tourbillons du Conseil ont demandé l'alliance avec la Terre. Ils reconnaissent notre force, certes, mais aussi notre engagement pour la justice. Ensemble, nous forgerons un nouvel ordre dans cette région de l'espace, fondé sur le respect et la coopération. Au centre de détention sous Genève, le lieutenant William Jackson rendit une dernière visite à Greg Warren. L'ancien administrateur s'était montré coopératif et lui avait fourni de précieuses informations sur le fonctionnement du Conseil. « Tu es libéré », lui annonça William. « Tu seras reconduit dans les locaux du Conseil avec les autres prisonniers. » Greg parut surpris. Juste comme ça. Après tout ce qui s'était passé,